Avec deux invités avec nous. D'abord la journaliste Ariane Bonzon, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez été correspondante pour Arte en Turquie pendant plus de 10 ans, je pense. Et puis aujourd'hui, vous collaborez au magazine en ligne Slate.com. En face de vous, Nicolas Kramayer. Slate.fr. Slate.fr. J'ai vu .com tout à l'heure. Ben alors, c'est les Américains. Donc en face de vous, Nicolas Kramayer, bonsoir. Bonsoir. Amnesty International, vous êtes le responsable du programme sur la liberté d'expression et les droits humains. Alors d'abord, ma première question, ça pour vous, Ariane Bonzon, une question sur les responsabilités, sur les responsables du coup d'État, puisque Erdogan accuse le prédicateur Fethullah Gülen qui dit « c'est pas moi ». Si c'est pas lui, qui c'est ? Alors, ce qu'on a découvert, c'est d'abord que l'armée, on le savait, mais est profondément divisée. Alors, l'accusé Gülen, c'est, si vous voulez, mettre vis-à-vis du grand rival de Erdogan au sein de la mouvance islamique, c'est Gülen. Ouais. Et ça, il est déjà... Rival et ancien allié. Ancien allié, ouais. Rival depuis des années. Donc, jusqu'ici, il a ciblé Gülen dans toutes les autres institutions, mais l'armée était encore l'institution où, à première vue, les gülenistes n'étaient pas présents. En fait, ils sont... Parce qu'il y avait un grand mouvement anti-islamiste, si vous voulez. Il y avait des purges qui se faisaient dans l'armée. Mais depuis 10-15 ans, effectivement, les gülenistes ont commencé à s'introduire dans l'armée et ont une présence, mais pas à des très hauts rangs, visiblement. Alors, est-ce que c'est... On voit mal les gülenistes faire ça tout seuls. Ils existent, mais les faire ça tout seuls... Mais vous n'excluez pas que les gülenistes aient été impliqués dans le coup d'État. C'est très difficile, mais l'une des hypothèses, c'est qu'ils aient été impliqués, mais qu'ils se soient alliés avec un corps de kémalistes. Alors que le camp kémaliste, on va dire que c'est l'opposition laïque. C'est les républicains laïcs qui ont toujours été historiquement au fondement de l'armée. Les défenseurs de la République d'Atatürk. Et alors ils auraient fait un pari, si vous voulez, c'est de dire bon, on va faire ce coup d'État et on va réussir à convaincre le reste de l'armée à nous rejoindre, en particulier l'état-major. Et ça a raté. Alors, en tout cas, la purge, le grand nettoyage continue et vise en particulier des secteurs de la société où les gülenistes étaient très présents. C'est-à-dire l'armée, vous avez fait allusion, il y a 13 000 gardes à vue, il y a 60 000 personnes qui ont été limogées ou suspendues, des centaines d'écoles, des universités, des associations, plus de 1200 associations, et les médias aussi, plusieurs radios et télévisions qui ont été fermées. On peut dire que tous les secteurs de la société turque sont visés par la répression aujourd'hui. Oui, absolument. Et puis on parle aussi de plus de 2500 juges et procureurs dans l'appareil judiciaire de la justice donc, qui ont été touchés. Bien entendu, la presse a été l'une des premières victimes avec de très nombreux journalistes qui se sont vus retirer leur carte de presse. Donc on voit que cette grande purge touche à peu près tous les secteurs de la société civile. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que, bien sûr, il y a un certain nombre de secteurs dits gulenistes, ou en tout cas, il y a une présence guléniste qui est avérée ou supposée importante. C'est le cas d'un certain nombre d'universités et d'écoles. Mais on voit aussi que d'autres secteurs sont visés. Et là, ce qui nous fait extrêmement peur, c'est vraiment qu'on voit des milliers d'arrestations qui nous semblent totalement arbitraires du point de vue des liens qu'il pourrait y avoir avec le coup d'État ou même avec la mouvance guléniste. Et justement, à propos d'arrestations, vous dites, Amnesty International dénonce ce soir, dans un communiqué tout à fait officiel, vous affirmez que vous avez réuni des preuves crédibles, je cite le communiqué, attestant des cas de torture de détenus dans des centres de détention en Turquie. Alors c'est ce que l'on craignait dès les premiers jours et le fait que l'état d'urgence a été déclaré nous a encore plus alarmé, puisque l'un des premiers décrets de cet état d'urgence, c'est de faire passer la détention provisoire de 4 à 30 jours. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a quasiment personne qui a accès à un avocat de son choix, que l'avocat est rencontré dans le meilleur des cas juste avant une audience devant le procureur. Les familles ne sont pas prévenues et tout cela s'apparente à ce qu'on appelle des détentions arbitraires et à des disparitions forcées puisque la famille, personne ne sait où ils sont. Et on parle bien sûr de plusieurs milliers de personnes, donc plus de 10 000, vous citiez le chiffre de 13 000, c'est très difficile à déterminer. Ouais. Mais du coup, ce climat est extrêmement propice à des mauvais traitements et à l'usage de la torture. Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on a interrogé un certain nombre d'avocats, de docteurs qui officiaient dans les centres de détention, officiels ou officieux, et que tous racontent la même chose, c'est-à-dire la systématisation de mauvais traitements, c'est de rester pendant 48 heures
les mains attachées dans le dos, courbées vers le bas, dans des positions extrêmement inconfortables, sans accès à l'eau pendant des fois jusqu'à 48 heures, pendant 72 heures sans avoir accès tout simplement à de la nourriture. Et on voit aussi qu'un certain nombre de personnes sont ciblées par des tortures beaucoup plus brutales, allant même jusqu'au viol, quand il s'agit notamment d'un certain nombre d'officiers de haut rang. Et pour l'instant, des ONG comme la vôtre peuvent continuer à travailler normalement, on peut dire, en Turquie? Normalement, non. Ce que l'on voit, et je pense que là, les journalistes sont aussi dans le même cas que nous, c'est qu'il y a une peur qui s'est emparée de toute la société en Turquie. Donc, bien entendu, tous les témoignages se font, bien entendu, de manière totalement anonymisée. Et donc, bien entendu, c'est extrêmement compliqué. Donc, ce que l'on demande aujourd'hui, c'est vraiment qu'il y ait une mission indépendante qui puisse avoir accès à ces centres de détention, qu'ils soient officiels ou officieux. Regarde, Bonzon, certains ont remarqué que la purge avait été extrêmement rapide. Et on dit aujourd'hui qu'il y aurait peut-être des listes qui avaient été préparées. Est-ce que vous Alors, il y avait confirmez? effectivement une liste, visiblement, qui devait être soumise au Conseil suprême militaire début août, de militaires supposés gulenistes. Cette liste était assez longue et il paraîtrait qu'elle contenait aussi des gens qui ont été anti-AKP, anti-Erdogan. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le coup d'État, la tentative de coup d'État a été avancée. On explique d'ailleurs la précipitation parce que ces militaires qui n'auraient pas voulu, si vous voulez, ne pouvaient pas... Mais est-ce qu'on peut dire que les coups d'État étaient l'occasion, en fait, de rendre d'arrêter les gens qui étaient inscrits sur des listes avant le coup d'État? L'occasion, ça a été, en tout cas, c'est parfait. Enfin, je veux dire, il pouvait, comme il l'a parfaitement dit, ça va être le moment, c'est un don de Dieu, ça va être pour nous le moyen de nettoyer, entre guillemets, la vermine, quoi. C'est un peu ça virus, l'idée. il a parlé de virus. Le virus. Ouais. Donc ça, effectivement, mais je veux dire, il n'y a pas de coup d'État d'organisé ou construit par le pouvoir. C'est un vrai coup d'État. Il y a beaucoup d'étrangetés, il y a beaucoup de choses pas claires, mais c'est un vrai coup d'État. Alors, Nicolas Crémaillère, les Occidentaux ont condamné le coup d'État, plus ou moins rapidement, plus ou moins mollement. Est-ce que vous souhaitez que l'Union européenne, par exemple, se prononce de manière beaucoup plus nette contre les purges qui sont en cours et dénonce ce qui se passe pour le moment en Turquie? Écoutez, ou est-ce que l'Union européenne ne peut pas le faire? Si, elle doit le faire et elle doit le rappeler à chaque fois que c'est possible. Mais je pense que, vu l'ampleur prise par la répression aujourd'hui en Turquie, effectivement, là, ça doit être un front commun de l'Union européenne, mais aussi de tous les partenaires et alliés de la Turquie. Parce qu'effectivement, il y a cette purge c'est pas nouveau. La purge avait commencé dans certains secteurs avant. La répression avait commencé vis-à-vis des avocats, vis-à-vis de l'armée, vis-à-vis des juges. Il y avait déjà eu un certain nombre de cas, de listes, de personnes qui avaient été suspendues ou poursuivies. Et vous trouvez que la réaction de l'Union européenne est trop molle, trop... En tout cas, elle doit se faire dans la durée. Et surtout, je pense que là, ce qui est extrêmement important dans les semaines à venir, c'est qu'il y ait une pression extrêmement forte pour qu'il y ait un accès indépendant au centre de détention. Parce que là, on voit bien que ce sont plusieurs milliers de personnes qui sont à risque de torture et de mauvais traitements. Je vais vous faire réagir sur l'Europe. Mais d'abord, je voudrais vous faire écouter justement ce que Erdogan a dit. Il se moque gentiment. Il a été interrogé par nos confrères de France 24. Et il dit « J'ai pas de leçon à recevoir des Européens ». Écoutons. L'impression, dans de nombreux pays européens, c'est que sous prétexte de purger, on fait une véritable chasse aux sorcières qui va bien au-delà des gulenistes. Quelle est votre réponse? Ce qu'ils disent ne m'intéresse pas, et je ne les écoute pas. Ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante. Par exemple, en France, il y a eu l'état d'urgence. 3 mois à nouveau, 6 mois. Ensuite, en Belgique, pareil, état d'urgence. Aux États-Unis, après les événements de Ferguson, état d'urgence. La même chose, état d'urgence à Munich, après les événements. Combien de personnes sont mortes? 6 personnes. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de 246 victimes et de plus de 2000 blessés. Erdogan, il a toutes les cartes en main, il peut se passer de l'Europe, il peut aujourd'hui se permettre de donner des leçons de démocratie aux Européens. Alors d'abord, il compare l'état d'urgence français et l'état d'urgence turc, ça n'a rien à voir. Un chiffre simplement, la garde à vue, 30 jours en Turquie. 48 heures, 6 jours ici maximum. Et c'est à l'avenant. Donc, on ne peut pas comparer l'état d'urgence en Turquie et en France. Ça, c'est quand même très clair. On a l'impression qu'il sait que les Européens ont besoin de lui. Alors, en revanche, il y a une chose très nouvelle, et je vais peut-être vous décourager, mais c'est pas comme il y a 10 ans, où l'Europe pouvait effectivement dire, bon ben voilà, d'abord,
les négociations pour la candidature, pour l'intégration à l'Union européenne, c'est un peu fini. Et puis surtout, il y a ce sentiment d'impunité. Qu'est-ce qu'il a vu, Erdogan, depuis quelque temps? Il a vu que celui qui marchait bien, c'était Poutine. Poutine, il a eu ce qu'il voulait. Et Bachar, il a eu ce qu'il voulait aussi. Et puis il y a la question des réfugiés aussi, qui est centrale. Et la question pour les des Européens. réfugiés est effectivement centrale. Il a vu qu'avec cet argument-là, il pouvait quand même obtenir beaucoup. Donc il a vu que la force marche. Il le savait sans doute. Mais c'est là où votre travail à vous va être beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a beaucoup moins de prise qu'il y a une dizaine d'années. En un mot, il y a ce soir ces grandes manifestations pour la démocratie en Turquie. C'est toujours une démocratie, la Turquie, aujourd'hui, selon vous ? Écoutez, en tout cas, ce n'est plus un état de droit. Et de toute façon, l'état d'urgence, par définition, c'est une dérogation à l'état de droit. Mais là, ce que l'on voit, les proportions que cela prend, effectivement, et là je rejoins Ariane Bonzon, quand Amnesty a dénoncé fortement aussi la prolongation de l'état d'urgence en France, mais on ne peut absolument pas comparer les deux situations. Et l'état d'urgence est autorisé par le droit international dans certaines situations, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un certain nombre de droits inviolables, même sous état d'urgence, notamment la question de la torture, notamment la question des mauvais traitements, notamment la question des discriminations. Et là, avec l'arbitraire de ces centaines d'arrestations, on voit bien qu'on en est très loin. Merci à tous les deux. Merci Nicolas Crémaillère. Merci Ariane Bonzon d'être venu parler de la situation qui est encore en cours, puisqu'il y a cette grande manifestation qui se passe en ce moment à Istanbul, en Turquie. Merci à tous les deux.